aussi, finalement, cette table de multiplication, je ne sais pas à quoi sert. Difficulté à distinguer les différents symboles comme plus, moins, multiplier, savoir quand les utiliser. Alors, ce n'est pas forcément toutes les opérations, ça peut être juste spécifique à la soustraction. Bon, en général, quand c'est spécifique à la soustraction, la multiplication et la division, ça ne va pas non plus. Dépistage et puis non. Alors, qui on va voir? Alors, c'est compliqué le calcul parce que c'est une notion qui est à la fois naturelle, c'est-à-dire que compter, dénombrer, évaluer des quantités, des distances, c'est quelque chose qui est présent très tôt, très tôt chez les enfants, mais transcrire un problème mathématique en données, un énoncé en données mathématiques n'est pas quelque chose de forcément naturel, et donc on peut avoir des signaux d'appel dès 4 ans, en tout cas vraiment nets à partir de 4 ans, et normalement pour un vrai diagnostic bien sûr, on va attendre les 8 ans. Voilà. Pour ça, bilan neuropsy, et ça on va expliquer pourquoi après, et bilan orthophonique, puisque maintenant le logico-mathématique est devenu une spécialité des orthophonistes. Enfin maintenant, ça fait quelques années maintenant, mais voilà. Et validation médicale, bien sûr. C'est un trouble des apprentissages aussi, peu connu, mais qui existe. Le suivi, normalement, il est orthophonique. Il y a des orthophonistes qui refusent, qui estiment qu'ils n'ont pas les formations nécessaires. Vous pouvez aller voir des neuropsies parce qu'avant, ce n'était pas une spécialisation des orthophonistes, mais une spécialisation des neuropsychologues. Vous pouvez aller voir certains neuropsychologues qui ont été spécialisés. Bon, moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai des collègues qui le sont. Alors, au niveau de la comorbidité du différentiel, oui, c'est bien. La prématurité. Souvent chez les prématurés, on a des troubles du calcul. Les expositions des substances in utero, et c'est comme ça qu'on a pu localiser assez précisément dans le cerveau où se trouvaient les aires pour les résolutions de calcul. L'exposition à l'alcool in utero entraîne quasi systématiquement des troubles du calcul. Elles sont très souvent associées à d'autres troubles. On a souvent le combo dyscalculie, dyslexie, dyscalculie, trouble visio-spatial. Voilà, à ne pas confondre avec un syndrome qui est très particulier, qui s'appelle le syndrome de Gershman, qui est quelque chose de plus global et qui va comprendre une dyscalculie et une dysgraphie et une agnosie digitale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité à distinguer les différents doigts de la main. Donc là, c'est un syndrome global qui s'appelle le syndrome de Gershman. Et le trouble spatial exécutif du langage, etc. Je vous passe tout ça. C'est pour ça qu'on fait le bilan neuropsy quand même si c'est une dyscalculie, même si c'est une spécialisation des orthophonistes. On vérifie quand même qu'il n'y a pas d'autre chose derrière. Toujours. À la maison, bon alors c'est plus compliqué. Verbaliser, schématiser. Surtout schématiser, dessiner. Alors, dessiner les énoncés. Passer par des logiciels. Alors tout à l'heure on a parlé de Slim Cricket, il y a l'INSERM aussi qui a fait un logiciel spécial pour les personnes qui ont des troubles du calcul. Faites la cuisine avec votre enfant, suivez des recettes. Faites des fiches avec des quantités pour que l'enfant ait des modèles à portée de main pour pouvoir comparer. Utilisez une horloge Synopte ou digitale pour l'heure, les agendas électroniques. L'horloge Synopte, c'est une horloge qui va de 1 heure à 24 heures, qui n'est pas sur un cadran qui doit faire un double tour. C'est un seul cadran. Voilà, c'est pas de 1 heure à 24 heures. Sur un seul tour. Apprendre la valeur des sommes d'argent, toujours grâce au pictogramme. En utilisant des bûchettes, les systèmes comme la Voyer, les Bibi, les bouliers, jouer à la marchande. Voilà. Pour le dernier et le plus connu des 10, il y a celui-là. Allez, dernière sollicitation. Évaluation de vos compétences intellectuelles pour la validation des acquis 2018-2019. Voici la consigne. Vous devez effectuer exactement toutes les consignes, note sur 10, et vous avez le résultat qui va compter dans la moyenne. Vous avez 10 minutes. Attention, vous êtes prêts? Ok. C'est bon, ça fait 10 minutes. Voilà. Alors, il fallait entourer tous les mots romans en rouge. Si vous ne l'avez pas fait, c'est moins 4 points.
Vous avez 2 points, si vous avez fait moins 2 points, si vous avez fait tomber votre crayon, si vous vous êtes levé. Et il fallait compter le nombre de régions autour de Paris sur la carte. Moins 4 points si vous ne l'avez pas fait. Bon, c'était hyper simple. Voilà, si vous n'avez pas 10 sur 10, ben, c'est que vous n'avez pas fait d'effort, c'est que vous n'avez pas écouté, c'est que vous n'avez encore pas appris vos leçons, vous manquez de motivation, vous êtes immature, vous êtes paresseux, vous n'êtes pas très intelligent en plus, et vous êtes mal éduqué. Non mais ça c'est sûr, ça vient de vos parents. Il n'y a pas assez de cadre, pas assez de limites. Voilà, bien sûr tout ça est faux. Vous avez été victime tout simplement d'un TDAH, d'un trouble déficitaire de l'attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un polycopier avec plein d'informations mal organisées, plein de petites consignes réparties à droite à gauche, en plus une mouche qui s'est posée sur votre feuille, et comme vous avez un sens du temps qui est très différent de la normale, les 10 minutes se sont passées en quelques secondes. Voilà. Donc le TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors, ça peut être mixte, c'est-à-dire vous pouvez être et inattentif et hyperactif. Vous pouvez n'être que inattentif, souvent les filles, et vous pouvez n'être que hyperactif, plus souvent les garçons. L'attention, elle peut être auditive ou visuelle. Donc, l'attention, c'est quand même plein de choses. Il faut faire une petite pause sur ça, un petit zoom sur ce que c'est l'attention, parce que le trouble attentionnel a un impact sur plein de secteurs cognitifs. Pourquoi? Parce que l'attention, ça va nécessiter la concentration, enfin ça va regrouper tout ce qu'on appelle concentration, perception des détails, filtrage de l'environnement, faire 2 choses à la fois. Voilà. Donc, si vous avez un de ces domaines qui pêche, ou tous, toute activité cognitive, quelle qu'elle soit, qui va solliciter votre concentration, va être perturbée. Toute activité cognitive qui va être faite en même temps qu'autre chose va être perturbée. Et toute activité cognitive qui a nécessité que vous soyez attentif, concentré, enfin, tout va être touché. Alors, les signes à la maison, un enfant étourdi, rêveur, qui oublie, qui perd des choses, voilà. Concentration courte, on se laisse distraire, du mal à respecter les consignes, à finir les tâches, à s'y mettre aussi. Hein, on a un enfant qui a du mal à s'organiser, qui bouge, qui se lève, qui se tortille, qui touche à tout. Qui fait tomber, qui se met parfois en danger quand même, un petit peu aussi, qui respecte pas les distances sociales aussi. Alors ça, les gens qui ont un trouble déficitaire de l'attention, surtout avec l'hyperactivité, quand ils viennent vous parler, ils sont là. Voilà. Alors souvent ils vous touchent aussi, les enfants aussi, ils sont beaucoup dans le contact, beaucoup. Ça peut être perturbant pour les autres enfants. Hein. D'ailleurs, ce sont des enfants qui peuvent être facilement rejetés parce qu'ils sont un peu bruts ou un peu trop envahissants physiquement. Voilà, alors ça se passe où dans le cerveau? Là, toute la zone rouge là, lobe frontal. Donc ce sont les lobes frontaux et préfrontaux qui en fait vont moins vite et qui fonctionnent moins fort que la normale. Donc ils vont très vite être saturés. Conséquence, le cerveau il va gérer 2-3 infos et puis ensuite il va saturer, il va décrocher. Il va arrêter de filtrer les sons et les images. Donc par exemple la mouche qui va voler, elle est considérée comme aussi importante que le prof qui est en train de faire sa leçon. Et puis le cerveau, il a l'impression que la personne elle s'endort et que dès qu'il arrête de bouger, il est en train de mourir. Alors il envoie un message, et hop, bouge. Hein? Unagi. Voilà. Alors, les difficultés, comme on a vu, c'est un enfant qui bouge, beaucoup de bavardage, beaucoup d'insolence. Parce que quand on est impulsif, on dit ce qu'on pense, hein, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on voudrait. On oublie le matériel, on oublie de rendre son travail, de noter son travail, de où est-ce qu'on travaille, où on allait, ce qu'on est parti chercher, comment on le faisait. L'enfant, il est là, puis il n'est plus là, hein, vous lui parlez, puis au bout de 2-3 mots, vous voyez très bien que vous pourriez lui dire n'importe quoi, il ne s'en rendrait même pas compte. Il y en a qui vont jusqu'à se lever au milieu de votre discours. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a un trouble attentionnel et d'un coup, il se lève et il part. Je suis partie sur autre chose. Voilà. Il y a des difficultés dans tout ce qui va être lecture, orthographe, compréhension des consignes.
Il y a des erreurs de calcul, des écritures de mauvaise qualité, pas de notion du temps, des enfants très sensibles, c'est lié aussi au déficit des fonctions frontales et préfrontales, des émotions qui accentuent les difficultés qui préexistent, c'est-à-dire que l'enfant qui a un trouble attentionnel, si jamais il est stressé ou si ça ne va pas émotionnellement, bah c'est encore pire. Donc si vous lui mettez la pression, eh ben, c'est encore pire. Et le problème, c'est que ces enfants-là, plus le comportement va mal, et plus le comportement de l'environnement devient mauvais. C'est-à-dire ça entraîne des rappels à l'ordre, des avertissements, des interdictions, des brimades, de la maltraitance, des insultes, des humiliations parfois. Il y a une construction d'estime de soi qui est très difficile à mettre en place quand on a un trouble déficitaire de l'attention, surtout avec hyperactivité. À la maison, ce qu'on peut conseiller de faire, c'est parler en face de l'enfant. Comme Super Nanny dans ses vidéos, quand elle parle à l'enfant, elle se met en face, si possible, à son niveau. Donc là, je vais me mettre dans un enfant le plus petit, enfin, plus très longtemps maintenant chez moi. Donc en face, voilà. Si possible, ah oui, en établissant un contact physique. Alors on est d'accord, je parle pas d'une baffe, d'accord? Même si vous avez très envie, non. C'est contact physique, vous posez la main doucement sur son épaule, voilà, sur sa main, dans la bienveillance, quelque chose de doux, d'accord? C'est juste pour qu'il y ait un canal sensoriel en plus qui soit sollicité pour que l'enfant puisse focaliser son attention sur ce que vous dites et qui est important. Une consigne à la fois. Si vous avez un enfant avec un trouble attentionnel, s'il vous plaît, arrêtez de lui dire tu vas te laver les dents, mettre ton pyjama, tu reviens, tu as oublié tes chaussons, et alors tu retournes te coucher, parce que alors là, c'est fini. C'est fini. L'emploi du temps, l'enfant, mettez-le en grand, dans sa chambre, affiché en gros, à un endroit où il ne peut pas le rater. La porte, je sais pas, au-dessus de son oreiller, quelque chose comme ça, il le voit, et vous lui faites préparer son sac la veille. Parce que sinon, il oublie toujours des affaires. Toujours. Fractionnez le temps des devoirs. Les devoirs, vous pouvez les faire en 2 ou 3 fois. Il vaut mieux faire 3 sessions de 10 minutes, où l'enfant sera attentif 3 fois 5 minutes, plutôt qu'une session de 30 minutes, où l'enfant sera attentif 5 minutes, et vous allez finir à vous énerver et à estimer que finalement, la technique du congélateur, c'est peut-être pas si mal. Voilà. Alors, vous pouvez autoriser aussi votre enfant à faire les devoirs debout. Bon, je sais qu'il y a des conventions sociales qui veulent qu'on fait ses devoirs assis à la table avec son livre et son cahier. Et des fois, il faut passer outre ces conventions. Et puis, des fois, l'enfant, il est mieux s'il est debout et s'il bouge. Et des fois, c'est bien aussi s'il peut avoir, vous savez, ces gros ballons où on peut s'asseoir et rebondir pendant qu'ils font les devoirs. Il m'est arrivé de faire des bilans comme ça pendant 3 heures. L'enfant avec le trouble hyperactif est resté 3 heures sur la basation du bilan, sur son ballon à rebondir. Mais au moins, il est resté pendant le bilan. Donc ça marche. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on appelle les coussins proprioceptifs qui créent un déséquilibre quand les enfants sont assis. Donc en fait, l'enfant est obligé de bouger, ça l'occupe en fait au niveau moteur. Et ça lui permet de se poser pour les devoirs. Privilégier la récompense immédiate. Alors, la punition, il y a une désensibilisation qui se fait très très rapidement chez les enfants avec un trouble attentionnel, et du coup, ça sert rapidement plus à rien, et plus vous allez augmenter la sévérité de la punition, et moins ça va marcher. Par contre, la récompense, oui, mais tout de suite, parce que la récompense à long terme, ça n'existe pas. Voilà. Il vaut mieux... Alors, il y a un papa qui faisait ça, bon après c'est discutable pour des tas de raisons, vous allez voir. Il avait une petite assiette avec des bonbons sur la table, et en fait, toutes les 3 minutes, il mangeait un bonbon, et la petite avait 20 minutes pour faire ses devoirs, et voilà, plus elle mettait de temps, plus elle décrochait en fait. Plus le temps passait, plus le papa mangeait de bonbons, et donc en fait le but c'est qu'elle finisse le plus vite possible, correctement évidemment, sans trop décrocher pour avoir un maximum de bonbons. Donc voilà, je disais c'est discutable parce que bon, les bonbons, etc. Mais il y a quelque chose à exploiter. Valoriser les efforts. Voilà. Alors, les avantages de ce fonctionnement, sont des gens qui sont pleins d'énergie, ça on ne pourra pas le nier. Ce sont des gens qui sont toujours prêts à aider, toujours. Ils sont hyper émotifs,
qui voit tout et qui entend tout et qui répète tout. Alors ça fait un petit peu commère, mais des fois c'est quand même assez sympa. Tout le monde aime un peu le commérage. Et ce sont des enfants qui posent des questions surtout, qui font répéter beaucoup, mais aussi pour les autres. Parce que c'est peut-être le seul trouble attentionnel dans la classe, mais il y en a peut-être d'autres dans la classe qui n'ont pas écouté ou qui ont des difficultés, et du coup ça leur sert aussi. Et ce sont des enfants qui sont férus de justice, avec beaucoup de potentiel, mais comme tous les 10 en fait, c'est juste... en fait, on est juste sur un fonctionnement qui est atypique. Ça n'empêche pas d'avoir du potentiel et de pouvoir l'exploiter à bon escient. Et des personnes qui ont le cœur sur la main, avec une force de travail qui est importante si on leur a appris, bien sûr, mais comme tous les troubles 10, si on leur a appris à travailler et que l'effort, ça peut payer. Alors pour ça, il faut quand même qu'il y ait une récompense à la clé. Alors, pour le dépistage, jamais avant 6 ans. Jamais. Pourquoi ? Parce que la maturation de la zone préfrontale et frontale, c'est un premier stade à 6 ans. Le deuxième est à 12 ans. Donc, si vous amenez un enfant en disant « il bouge beaucoup, il n'est pas attentif, etc. », qu'il n'a pas 6 ans, et qu'il faut faire une évaluation du trouble attentionnel, en général, si on a un bon neuropsy, on vous dit « non, non, voilà, on se revoit plus tard ». Pas avant 6 ans. Au niveau de tout ce qui est... Donc, forcément, bilan neuropsychologique. Là, il n'y a que les neuropsys qui ont les tests pour évaluer l'attention. L'orthoptiste, pourquoi ? Parce que souvent, quand on a un trouble attentionnel, il est aussi au niveau visuel, et du coup, il va falloir évaluer les fonctions orthoptiques. Il faut une validation médicale. Et là, c'est indispensable parce que des fois, on va vous proposer un traitement. Et le traitement, il ne faut pas le rejeter d'emblée, parce que des fois, ça aide quand même beaucoup. Ça aide beaucoup au niveau des apprentissages. Le traitement, donc il ne doit pas être donné s'il n'y a pas de trouble attentionnel, parce que dans ce cas-là, il y a des effets secondaires qui sont catastrophiques. Mais si l'enfant a bien un trouble attentionnel, il est parfaitement indiqué. Parfaitement. Il est fait pour. Et normalement, ça se passe bien. Au niveau du suivi, normalement, on ne donne pas juste le traitement. Alors, je sais que c'est un petit peu la mode, en tout cas ici, sur les zones comme Paris, Marseille, Nice, non. Le traitement pour le trouble de l'attention ne se suffit pas à lui-même, d'accord ? Il n'est pas voué à être donné à vie non plus. Il est là comme une béquille, d'accord ? En attendant, il faut que l'enfant il apprenne tout seul, il faut qu'il apprenne des stratégies qu'il pourra réutiliser tout seul, quand il n'aura plus de traitement non plus. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est on va voir le neuropsychologue. Ce qui marche très bien aussi en complément avec le neuropsychologue, c'est l'hypnose. Pour travailler justement sur les aspects symptomatiques du trouble attentionnel. Et ça peut marcher des fois même un petit peu mieux que le traitement au niveau de l'école. Voilà. S'il y a des difficultés au niveau corporel, au niveau de l'orientation spatiale, la conscience du corps, qui sont perçues au niveau du bilan, à ce moment-là, je vous dirais, on va coupler plutôt avec un bilan, avec un suivi psychomoteur. S'il y a des problèmes au niveau du langage, on va coupler avec l'orthophonie. Mais d'abord, on va travailler en amont tout ce qui est trouble attentionnel, parce que ni l'orthophoniste ni le psychomotricien ils vont progresser si on ne travaille pas sur l'attention d'abord. Voilà. Et s'il y a vraiment des gros soucis au niveau des interactions avec les autres, avec beaucoup de maltraitance, que ce soit avec les pairs, à l'école ou à la maison, il faudra aussi consolider avec un suivi, avec un psychologue. Alors, rebelote, la prématurité est quelque chose qui favorise l'apparition des troubles attentionnels, mais pas uniquement, on n'est pas obligé d'être prématuré pour avoir un trouble attentionnel. L'exposition aux substances in utero aussi. Le trouble visio-spatial est souvent associé au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Les syndromes dysexécutifs ne sont pas des troubles attentionnels, ils peuvent être confondus avec. Les troubles du développement des coordinations, il m'est arrivé en début d'exercice d'avoir un enfant envoyé par un pédopsychiatre qui me disait « Cet enfant a un trouble attentionnel, faites un bilan, je veux pouvoir le mettre sous traitement. » Bilan fait, ok, 0 trouble attentionnel, par contre, catastrophique au niveau spatial, au niveau moteur. Donc j'ai mis à voir plutôt avec le psychomotricien et
On est plutôt sur une dyspraxie, parce qu'à l'époque, ça s'appelait dyspraxie. Et donc la pédopsychiatre m'a dit, mais non, moi je pense qu'il y a un trouble attentionnel et donc je vais le mettre sous traitement. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Voilà. C'est important de faire des bilans avec des différentiels pour être sûr de ce qu'on fait, surtout quand il y a un traitement derrière. Il faut être sûr qu'il n'y a pas une anxiété ou une dépression ou d'autres troubles qui vont entraîner des problèmes d'attention et une agitation. Ce qui fait que souvent, on a ce qu'on appelle, je pense que c'est un peu majoré par les médias, mais ce qu'on appelle un surdiagnostic du TDAH. Parce qu'en fait, c'est souvent confondu avec l'anxiété, les états dépressifs, les troubles envahissants du développement, certains autismes, enfin certains TSA, certains troubles de la personnalité aussi vont avoir des problèmes au niveau attentionnel et au niveau de la gestion de l'agitation motrice. Voilà, bon, il faut vérifier de toute façon, toujours, s'il n'y a pas autre chose. Allez, pour terminer, il y a 2 oubliés dont on parle très rapidement. Ce qu'on appelle donc depuis tout à l'heure les troubles des fonctions exécutives, qui touchent les fonctions exécutives et qui vont altérer la planification, la prise de décision, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, donc la capacité à passer d'une tâche à son contraire. Par exemple, votre enfant est en train de jouer et vous l'appelez pour manger. Il a besoin d'un temps de latence assez long et de beaucoup de répétitions pour pouvoir changer de tâche et revenir à table. Ça va être aussi tout ce qui est habituation. Donc le phénomène d'habituation a du mal à se mettre en place. Le contrôle inhibiteur a du mal à se mettre en place. On peut le confondre avec l'hyperactivité. L'attention divisée est mauvaise, mais l'attention simple ne l'est pas. La capacité à se corriger, s'autocorriger est altérée dans le trouble des fonctions exécutives. Donc c'est quelque chose qui est global, qui va avoir un impact aussi sur d'autres fonctions cognitives et qui va en plus perturber les apprentissages et qui n'est pas encore inscrit dans les troubles 10, en tout cas dans le DSM, pour les enfants. Il y est pour les adultes, mais pas pour les enfants. Ce qui n'empêche qu'il y a des enfants qui en ont. Voilà. Alors, souvent confondu avec une dyspraxie, un des troubles du développement des coordinations, les troubles attentionnels, les troubles de la personnalité. À savoir qu'on peut, dans les troubles de la personnalité, avoir un déficit des fonctions exécutives, mais on peut avoir un trouble des fonctions exécutives qui va entraîner des difficultés au niveau de la construction de la personnalité. Et là, il faut arriver justement à jauger qui est quoi pour pouvoir faire un suivi de l'enfant qui soit adapté. Voilà. Et le dernier, le trouble de la cognition sociale, quelque chose qui n'est quasiment pas connu et qui pourtant est très handicapant. C'est tout ce qui est déficit de la reconnaissance des émotions et de tout ce qui est théorie de l'esprit. Donc difficulté à reconnaître les émotions sur les visages sans problème de mémoire des visages, d'accord, mais pas sur la prosopagnosie. L'enfant identifie bien les différents visages, mais pas les émotions. Il va avoir des difficultés d'empathie, du mal à identifier quand la personne est en train de mentir, quand la personne est en train de... quelles vont être les intentions, les désirs d'autrui, etc. Voilà, avec du coup des difficultés d'intégration des règles et des règles sociales, des difficultés relationnelles et des difficultés à se décentrer de leur propre point de vue. Ça peut être confondu avec de l'autisme, mais ça n'en est pas forcément. C'est souvent lié à d'autres troubles. Voilà. Alors, dernier petit détail. Les psychologues scolaires, on n'en a pas parlé ? Oui. Alors, à chaque fois, je vous ai mis dans les bilans, c'est bien d'aller voir le neuropsy. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais parce que ça vous évite de faire 50 praticiens différents. Vous pouvez tout à fait faire le test de QI avec la psychologue scolaire, si tant est qu'elle a le matériel adéquat, déjà. Et à ce moment-là, si on vous le dit, allez ensuite voir le neuropsy pour faire des évaluations cognitives, pour voir s'il y a d'autres choses associées. La psychologue scolaire, normalement, c'est celle qui fait le lien avec l'équipe éducative et qui va être là pour observer votre enfant en classe, trouver des solutions avec l'enseignant sur comment faire pour que ça se passe bien pour l'enfant et pour l'enseignant, et aider l'enfant à s'intégrer dans le cadre scolaire. Donc ça reste normalement quelqu'un d'important, avec un métier qui est censé être passionnant, et si on gosse, il est bien fait. Malheureusement, comme dans tout corps de métier, il y a des gens qui sont bons, il y en a des moins bons, il y en a des mauvais. Voilà.
Et en général, on a un psychologue scolaire pour plusieurs écoles. Si on tombe sur un mauvais, il est sur plusieurs écoles et on a une mauvaise image des psychologues scolaires. Sachez qu'il y en a qui sont très bien aussi. Voilà. Vous avez, si jamais l'école refuse de prendre en compte tout ce qui est difficulté de votre enfant, que ce soit un trouble, un retard, vous pouvez contacter l'inspecteur de l'académie. C'est lui qui est au-dessus des profs, au-dessus du directeur et au-dessus du psychologue scolaire, bien sûr, et qui va ensuite passer un coup de fil et signaler que là, il faut faire quelque chose. Si votre enfant va mal, de toute façon, quel que soit le trouble ou le retard qu'il a, n'hésitez pas à aller voir un psychologue. Alors pour les enfants, ce sont des psychologues du développement, ou un sophrologue, ou un thérapeute, pour qu'il aille mieux. D'accord ? On n'est pas obligé d'attendre d'avoir fait 50 bilans et d'avoir des diagnostics terribles pour aller voir quelqu'un pour que ça aille mieux. Et vous avez aussi beaucoup de structures qui offrent des prises en charge et des diagnostics groupés, comme le centre référent des troubles des apprentissages, le centre de référence autistique, les CAMS, le CMP, CMPP, IMEI, TEP, CSA, etc., pour la prise en charge des enfants qui multiplient les troubles des apprentissages. D'accord ? Alors, il y a malheureusement une liste d'attente conséquente, parce que là, on ne paye pas. Voilà. Mais ça peut quand même valoir le coup d'attendre. Et n'oubliez pas également, si votre enfant a un trouble, les demandes de MDPH dépendent de vous, parents, et pas de l'école. Ah, et des associations aussi, c'est bien. Bah, c'est bien ça. C'est quoi comme association ? L'association de Léa, d'accord, oui. Si vous avez besoin d'aide financière pour toutes les prises en charge en libéral, des fois ça arrive quand même souvent, vous avez des mutuelles qui prennent en charge certains praticiens libéraux, vous avez des assistantes sociales qui peuvent vous débloquer des aides auprès des CAF, de la CPAM, et vous pouvez envoyer vos factures et devis à la MDPH si votre enfant a déjà une reconnaissance MDPH pour être remboursé au moins une partie sur ces prises en charge. Voilà. Merci de votre écoute. Oui, bien sûr. Non, j'ai terminé, maintenant vous pouvez. Alors, il faut juste savoir quelque chose sur la MDPH. Si vous avez des besoins en prise en charge, par exemple, vous allez en libéral, vous payez l'ergothérapeute, la psychomotricienne. Donc, c'est un besoin financier que vous avez besoin à la MDPH. Votre demande à la MDPH va être financière. Donc, quand vous avez ce besoin-là, il faut savoir qu'il y a des tableaux avec des montants pour avoir droit à certaines catégories. Donc, avant de commencer à monter le dossier, réfléchissez vraiment à ce que vous attendez du dossier. Est-ce que vous attendez une prise en charge financière? Est-ce que vous attendez une aide à l'école, une orientation vers un centre? Une fois que vous avez décidé de tout ça, on peut lancer le dossier. Et il faudra penser à bien demander des devis à vos thérapeutes, des factures si vous avez déjà commencé à monter votre dossier, et bien tous vos bilans. Je dis bien tous les bilans, même ceux qui sont un petit peu vieux, mais les bilans les plus proches au niveau de date possible. Mais vraiment, tous les bilans, c'est impératif pour avoir un dossier correct. Voilà. Merci. L'association de Léa. Est-ce que